Aligre FM 93.1. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui est voir. Je vous propose une rencontre avec David Dupuis pour la parution de l'épreuve de l'invisible, carnet d'anthropologie psychédélique aux éditions du Seuil. Alors pour rentrer avec douceur dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un extrait de cet album de Midori Tanaka, Through the Looking Glass. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration, votre émission sur la dimension intérieure et le souffle. Bonjour David Dupuis. Bonjour. Alors, dans votre essai, vous êtes là pour parler de votre essai, l'épreuve de l'invisible, carnet d'anthropologie psychédélique, une enquête. Vous allez nous parler. Vous êtes donc anthropologue, chercheur, et vous avez été commissaire de l'expo Vision chamanique au Quai Branly. Alors, tout d'abord, quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à un pareil sujet ? Alors, c'est un livre qui porte sur l'ayahuasca, un breuvage qui est traditionnellement utilisé
dans le cadre du chamanisme de l'Amazonie occidentale, et qui est réputé depuis quelques décennies maintenant dans nos sociétés pour ses effets. Alors on peut décrire parfois comme hallucinogènes, d'autres fois psychotropes, d'autres fois visionnaires ou psychédéliques, selon qui désigne ces substances. Et donc le livre raconte une enquête que j'ai conduite sur plusieurs années auprès de ces Européens qui se rendent en Amazonie en quête de la rencontre avec l'ayahuasca. Et donc moi j'ai débuté cette enquête à la fin des années 2000, au moment où ce qu'on a appelé plus tard le tourisme chamanique a commencé à exploser vraiment. Donc c'est au début des années 90 que des Européens, des Occidentaux commencent à se rendre, notamment en Amazonie péruvienne, dans les grandes villes comme Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, pour aller prendre l'ayahuasca, participer à des rituels qui impliquent l'usage de ce breuvage. Et donc moi j'étais à l'époque récemment arrivé à Paris, j'étais étudiant, voilà, je m'intéressais à l'anthropologie, je cherchais un terrain, et c'était à ce moment-là que on commençait à avoir des premiers retours, c'est-à-dire des personnes qui revenaient, des personnes françaises qui revenaient du Pérou et qui commençaient à raconter leurs expériences. Donc moi j'ai fait la découverte de l'ayahuasca de manière très, très simple, avec tout simplement des personnes qui m'en ont parlé. Alors bon, j'ai vu des choses sur Internet, sur YouTube, c'était au moment où il commençait à y avoir des documentaires, mais il n'y avait pas grand-chose à l'époque sur l'ayahuasca. Et puis j'ai rencontré des personnes qui, voilà, dans des cafés, dans des soirées à Paris, qui ont me raconté leur voyage en Amazonie, les expériences qu'ils avaient faites là-bas, et qui étaient assez fascinantes. C'était des récits de rituels en Amazonie, où ils nous parlaient de chamans, de visions, de vomissements et d'expériences transformatrices. C'est-à-dire qu'ils décrivaient vraiment des expériences qui les avaient transformés. Ils décrivaient d'ailleurs souvent ces expériences comme parmi les expériences les plus importantes de leur vie. Donc il y avait quelque chose d'important manifestement qui se jouait là. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'ils parlaient beaucoup de rencontres. C'est-à-dire que dans cette expérience, nombre de ces personnes rapportaient avoir fait la rencontre de ce qu'ils appelaient l'esprit de l'ayahuasca, c'est-à-dire que il y avait quelqu'un, une personne qui se présentait à travers les visions avec lesquelles il était possible d'échanger, à travers des voix aussi, et qui les avait soignés, qui leur avait enseigné des choses. Donc voilà, c'était un peu le récit qui revenait à cette époque-là. Donc l'esprit de l'ayahuasca, mais aussi des anges, des démons, des morts, des ancêtres. Et c'était assez étrange d'avoir ces récits dans les cafés parisiens de personnes qui vous parlent de rencontrer des esprits des plantes, des démons. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais demandé un petit peu naïvement à l'une de ces personnes, mais alors, est-ce que toi, tu y crois vraiment aux esprits des plantes? Et il m'avait répondu avec un sourire: je ne sais pas si j'y crois, mais ce qui est sûr, c'est que je les ai vus. Voilà, et ça, je pense, fait débuter l'enquête. En tout cas, ça a fait naître ma curiosité. D'accord. Et voilà, et en fait, ça a été le déclencheur, c'est-à-dire avec cette question de comment ces personnes, qui étaient en fait des personnes comme vous et moi, qui ont été socialisées dans une société moderne, pétrie de rationalité scientifique, etc., et qui me disaient avoir fait la rencontre concrète et tangible d'entités qui n'existaient pas dans nos sociétés, qui avaient été refoulées par la modernité au rang de superstition. Oui. Alors effectivement, on va en parler de ce besoin, de ces pèlerins. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec vous, c'est que vous enquêtez de l'intérieur. Donc vous pensez depuis l'expérience, et vous allez donc vous rendre en Amazonie, et vous allez notamment aller participer vous rendre dans 2 centres. On va commencer par parler du premier, donc qui est le centre Taquihuasi en Amazonie, qui est tenu par Jacques Mabit, et dans un cadre mixte, puisqu'il est relié à la fois à la culture du pays et en lien avec le catholicisme. Et j'ai noté qu'il décrit les sociétés, ce Jacques Mabit, les sociétés occidentales comme intrinsèquement pathogènes, précisément parce qu'elles ignorent les lois spirituelles. C'est donc un monde spirituel, un monde habité.
Oui, alors donc, dans cette première institution, effectivement, qui est l'institution principale où j'ai conduit l'enquête, donc, qui est l'un de ce qu'on pourrait appeler... alors ça se discute pour le cas de Takiwasi, parce que ça a été d'abord créé comme centre de traitement des addictions, avec l'idée d'articuler biomédecine, psychothérapie, usage issu des pratiques rituelles amazoniennes, dont l'usage rituel de l'ayahuasca. Mais c'est aussi un lieu qui a été un des premiers lieux à accueillir cette clientèle internationale dont je parlais précédemment, qui a commencé à se rendre en Amazonie péruvienne à partir des années 90 à la recherche de l'ayahuasca. Et donc c'est devenu une institution un peu de référence pour ces voyageurs, notamment pour les Français qui souhaitaient se rendre en Amazonie, prendre l'ayahuasca. Alors effectivement, c'est une institution hybride, où on vient de se rencontrer la culture de la psychothérapie, des pratiques du chamanisme métis d'Amazonie péruvienne, puisqu'en fait ça a été fondé par Jacques Mabi, qui est donc un médecin français qui s'est lui-même initié auprès de guérisseurs métis locaux donc de la région, et qui dirigeait, donc à l'époque où je conduisais l'enquête, les rituels d'ayahuasca. Et donc tout ça se mêle aussi avec effectivement des éléments issus du catholicisme. Donc on a vraiment un exemple de dispositif assez hybride, qui est un bon exemple de ces dispositifs qui émergent de la globalisation, de l'internationalisation de l'usage de l'ayahuasca. On a des pratiques rituelles d'origine amazonienne qui viennent s'inscrire dans des nouveaux cadres d'usage, des nouveaux contextes d'usage, des nouvelles manières de les penser. Donc vous avez donné là un exemple dans cette citation. Oui. Ouais, alors c'est un centre, je dirais un peu, sans doute qui paraît secure, parce que ces personnes occidentales qui ont envie de vivre cette expérience n'ont pas envie d'aller n'importe où, donc je pense qu'il a une certaine réputation, c'est pour ça que vous l'avez choisi. Et comment se prépare-t-on alors à cette prise de la plante ? Alors moi j'avais choisi cette institution parce qu'effectivement c'était l'une des plus visibles à l'époque, que ça me semblait aussi plus simple, parce que y avait des gens tout simplement qui étaient français, des personnes françaises là-bas. Ouais. C'était déjà un centre qui était bien identifié par les Français. Donc, et puis bon, le hasard de la vie a fait aussi que je me suis rendu là et que l'enquête a commencé. Alors effectivement, c'est quelque chose qui revenait pas mal dans la bouche des personnes que j'ai suivies au cours de ces voyages, où souvent elles avaient choisi cette institution parce que c'était une institution qui leur paraissait plus sécurisée, notamment du fait que le fondateur était médecin, etc. Mais il y avait quand même à l'époque, j'en parle dans le livre, des regards très contrastés quand même sur cette institution, puisque cette institution était aussi apparue dans les rapports de la Miviludes, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, peu avant que je débute l'enquête. Donc voilà, c'était une institution qui était à la fois idéalisée par certains, très critiquée par d'autres. Donc voilà, c'était déjà un objet de tension qu'on retrouve dans le livre. Alors ces personnes, comment elles se préparent ? Alors ça, c'est aussi ce qui m'a frappé, c'est que souvent dans nos sociétés, on a tendance un petit peu à disqualifier ces parcours et ces personnes, où voilà, on décrit souvent comme des sortes de gogo New Age, prêts à avaler n'importe quoi, qui pourraient être les clients de toutes les pratiques dites New Age, etc. Moi, au contraire, j'ai rencontré des personnes qui s'étaient longuement préparées, où la venue en Amazonie était le fruit d'une longue réflexion, parce que déjà il faut économiser, voilà, ça coûte de l'argent, il faut se rendre en Amazonie, et souvent le voyage était très fortement investi, avec des attentes très fortes, d'abord thérapeutiques. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui se rendent en Amazonie pour aller rencontrer l'ayahuasca, comme ils disaient souvent, venaient pour se soigner. Ça, c'était très, très au premier plan. Alors, beaucoup de problématiques psychologiques, dépression, troubles anxieux, des addictions, des deuils, des crises existentielles. Et souvent, ces parcours, les personnes arrivées en Amazonie, au terme d'un parcours qui avait mobilisé déjà la médecine, la psychologie, éventuellement la psychanalyse, différentes formes de psychothérapie, la psychiatrie. Et voilà, les propositions qui étaient disponibles dans nos sociétés n'avaient pas guéri. Et donc, voilà, ils se rendaient en Amazonie pour aller essayer autre chose. Voilà, ça c'est au premier plan. Il y a aussi, évidemment, une dimension spirituelle dans ces séjours. C'est d'ailleurs pour ça, en partie, que j'ai fait le choix de le décrire, d'analyser ce phénomène comme une forme de pèlerinage des modernes, une forme de pèlerinage contemporain.
Alors, ces pratiques, elles s'inscrivent aussi dans effectivement des formes de religiosité propre à la modernité occidentale, hein, où on a des spiritualités très individualisées, où chacun va composer sa spiritualité à partir d'un parcours individuel qui lui est propre et emprunter des éléments issus de différentes religions, du chamanisme, etc. Et donc souvent le voyage en Amazonie venait s'inscrire dans ce parcours spirituel. Et puis une troisième motivation qui était assez présente, même plus en creux, qui est une motivation politique. C'est-à-dire que beaucoup de mes interlocuteurs rapportaient la sensation que leur propre société était dans l'impasse, notamment dans le rapport à ce qu'on appelle la nature. Et que on va aussi en Amazonie pour rencontrer des peuples autochtones et apprendre d'eux une autre manière de se relationner aux non-humains, à la nature. Ouais, tout à fait. Alors, on va faire une petite pause musicale pour laisser un petit peu décanter votre parole et on va reparler de ces pèlerins. Alors, on écoute maintenant Day of Us de Tom Mitch feat. Kaidi Akinibi. Vous écoutez Aligre FM 93.1. You say it's not the same. Things have changed. No, it's so hard for me to hear what's wrong. What do you need? It's not enough. So many days of us, and can't you stay? Let's meet halfway. I know we've got no choice. I hear it in your voice. So we need our time to grow. No matter where I said, despite the rain, can't we try to let the sun arise in us? Growing pains, I've been through it all. I'll always be chasing our memories, and can't you stay? Let's meet halfway. I know we've got no choice. I hear it in your voice. So we need our time to grow. No matter where
Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de David Dupuis pour parler de psychédélisme, de l'ayahuasca plus précisément. Donc on parlait des personnes qui s'engagent avec courage, moi je trouve quand même, hein, parce que quand on voit il faut faire un jeûne, les vomissements, etc., moi je trouve que... Et puis des expériences qui sont pas lisses. Vous allez nous en parler. En effet, oui. Je trouve qu'il faut du courage, mais ça a l'air passionnant. Et pour finir, je dirais ce que j'ai lu dans votre livre. Je viens pour y voir clair. Voilà, Oui, alors ça, c'est une remarque d'une des personnes avec lesquelles j'ai échangé, qui rebondissait sur le fait que j'avais utilisé le terme hallucinogène pour décrire l'ayahuasca. Il m'avait dit non mais moi halluciner ça m'intéresse pas du tout, je viens pas pour halluciner, je viens pour y voir clair. Voilà. Et effectivement donc la notion d'hallucinogène c'est une notion qui peut nous venir assez spontanément pour désigner ces substances-là. C'est donc cette notion d'inspiration médicale qui s'impose depuis quelques décennies pour désigner des substances comme le LSD, la psilocybine, l'ayahuasca. Donc c'est des substances qu'on appelle aussi psychédéliques. Et c'est vrai que dans cette notion d'hallucinogène, il y a cette notion d'illusion, voire même de folie, hein, quelque chose qui nous ferait halluciner, comme ça peut être le cas dans le cadre de pathologies comme la psychose. Et c'est vrai que c'était assez frappant et riche d'enseignements de voir la réaction des personnes avec lesquelles je travaillais, parfois assez épidermiques face à ce terme, ou qui le jugeaient parfois disqualifiant. Et effectivement, non, ils partent pas pour halluciner. Non, s'ils font le voyage jusqu'en Amazonie, c'est effectivement pour y voir plus clair. Alors, pour y voir plus clair sur eux-mêmes, aussi sur le monde. Donc, il y a cette dimension, effectivement, psychédélique, au sens où, presque étymologique du terme, de ce qui vient révéler. Il y a cette recherche un petit peu de révélation. Donc effectivement, alors vous parlez de courage, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un boom autour des psychédéliques, on en entend beaucoup parler, c'est promis comme étant la prochaine, ces substances sont promises comme étant la prochaine génération de traitement de santé mentale, font l'objet de beaucoup d'essais cliniques maintenant dans tous les pays, y compris en France. Et il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ces substances, il y a bien souvent d'ailleurs une idéalisation de ces substances, et effectivement... comme je le montre dans le livre, ça n'est pas une partie de plaisir, l'ayahuasca. Le livre d'ailleurs s'appelle L'épreuve de l'invisible, pas le paradis de l'invisible. Voilà, cette notion d'épreuve. C'est vrai. C'est pas toujours facile. Et effectivement, oui, on sent bien dans les parcours des personnes décrites dans le livre que voilà, il y a une dimension d'épreuve, d'expérience qui n'est pas que agréable et facile, effectivement. Ouais, parfois même dangereuse dans certains cas. Il y a des gens qui sont vraiment très ébranlés. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, comme ça, en prenant quelques notes des retours que vous donnez, je trouve intéressant la clarté des souvenirs qui émergent. Oui, tout à fait. La force purificatrice qui nettoie les entités malignes. Alors ça, vous allez nous en reparler par rapport au premier centre, là. La diffraction du soi, plus loin dans le livre, parce que, évidemment, tout ça, vous arrivez quand même un petit peu à des conclusions. C'est un essai. Donc, ce regard surplombant sur soi-même, je trouve ça, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, dans votre cas, notamment, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, vous avez noué une relation particulière avec la plante, la vôtre. Continuité de l'expérience et persistance d'une voix. Ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, alors c'est vrai que le terme hallucinogène masque beaucoup la richesse de l'expérience. Puisque effectivement, derrière l'idée d'hallucinogène, il y a cette idée de vision. On va avoir des visions, des illusions, c'est-à-dire des images mentales illusoires, des voix peut-être aussi fuite éventuellement. de la réalité. Ouais. Voilà. Et en fait,
C'était très frappant aussi de voir sur le terrain que, alors tout le monde venait un peu pour les visions, hein, quand même, c'est un peu le grand truc autour de l'ayahuasca, les gens sont très attirés par ça. Et en fait, tout le monde n'avait pas de vision. Dans beaucoup de cas, les visions, il fallait prendre plusieurs fois l'ayahuasca avant qu'elle commence à apparaître. Certaines personnes n'en avaient pas du tout. Et donc c'est pas toujours au cœur de l'expérience. Et effectivement, ce terme hallucinogène, il vient masquer la richesse et la complexité de l'expérience, qui est d'abord une expérience corporelle. Ça, c'est très frappant. Alors là, par contre, personne n'y échappe. C'est une expérience qui engage très fortement le corps, c'est-à-dire que les sensations sont très amplifiées. Alors ça peut être visuel, mais aussi des sensations de toucher, de frôlement, d'entendre de mélodies. Les émotions, c'est une expérience où les émotions sont perçues avec une grande acuité, avec une grande intensité. Et effectivement, moi j'ai beaucoup observé dans les entretiens, donc j'ai suivi à peu près une centaine de personnes pour cette enquête, et la question de souvenirs liés à des fortes charges émotionnelles était très fréquemment rapportée. Donc beaucoup de personnes rapportaient le fait d'avoir des souvenirs joyeux ou malheureux qui revenaient de manière très forte, avec beaucoup de détails, beaucoup d'acuité. Et cette dimension quand même qui est peut-être pas la plus glamour de l'ayahuasca, qui est la dimension purgative, vomitive. Donc il y a beaucoup de nausées, le vomissement qui n'est pas automatique mais qui est quand même assez fréquent. Et effectivement, cette dimension qu'on pourrait dire dissociative, c'est-à-dire que beaucoup de personnes rapportent le fait de se percevoir de l'extérieur, de fait comme si on pouvait se voir soi-même, observer ses propres pensées, observer ses propres comportements. Et beaucoup de ces Européens qui se rendaient en Amazonie pour prendre l'ayahuasca, décrivaient cet ensemble d'effets comme le travail de l'ayahuasca, qui décrivait d'ailleurs bien souvent un travail de psychanalyse. C'est un peu un cliché dans le milieu de dire, beaucoup de personnes disent, oui, une nuit d'ayahuasca, c'est comme 10 ans de psychanalyse. Alors, je souscris pas nécessairement à cette phrase, mais c'est une phrase qui m'était souvent dite, avec cette idée, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remémoration, des catharsis, des régressions, et le vomissement qui, bien souvent, était vécu comme l'expulsion d'émotions, de souvenirs, de comportements. Identité maligne. Et voilà, et alors on y arrive. Il y a une autre. Alors ça, ce que je vous ai décrit jusque-là, c'est un petit peu, on va dire, le premier niveau de l'expérience qui m'était rapporté par ces voyageurs internationaux, qui renvoient à des effets psychologiques, on va dire, qui évoquent la culture psychothérapeutique dans laquelle on baigne toutes et tous. Et ce qui était sans doute plus singulier avec l'ayahuasca, c'est cette dimension relationnelle, c'est-à-dire que il y a des rencontres dans l'expérience, des êtres apparaissent dans les visions, des êtres avec lesquels il est parfois possible d'échanger, qui peuvent vous parler, donc vous entendez des voix, qui peuvent vous poser des questions, vous faire remarquer des choses, vous pouvez dialoguer avec ces êtres, et donc ces êtres qui peuvent être perçus comme des esprits, des entités spirituelles habituellement visibles, souvent décrits comme des esprits des plantes, des esprits animaux, des ancêtres, des morts, des anges, des démons, etc. Et ce qui était tout à fait frappant, c'est qu'il y avait une dimension effectivement relationnelle au long cours, c'est-à-dire que bien souvent, il y avait une relation qui s'établissait, notamment avec ce qui était décrit par les personnes avec lesquelles je travaillais comme l'esprit de l'ayahuasca, c'est-à-dire cette personne qui est à l'intérieur de l'ayahuasca, qui était bien souvent décrite comme une femme serpent, végétale, et que les participants rencontraient nuit après nuit, et qu'ils retrouvaient à la cérémonie suivante, dans une relation qui était évolutive, et qui était bien souvent marquée par une dimension pédagogique et thérapeutique, c'est-à-dire que ce qui était rapporté, c'est que cette présence les soignait, et leur enseigner des choses. Ok. Écoutez, on va écouter une présence féminine avec un morceau dont je vais tenter de lire le nom, mais je ne suis pas sûre. Ça s'appelle peut-être June Mercedes et c'est un morceau de Pomme. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Pendant l'été où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là
s'est aimé pour la première fois. Tous les secrets devenaient des amis à partager. Toi, tu savais deviner les envies que je tuais. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Alors, je suis née encore. Alors, cette fois, sans j'avais rêvé de tout recommencer par ici, de faire la paix et ne plus détester ce que je suis. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. C'est en été qu'après tellement d'années, j'ai compris. Je m'allongeais et le ciel se faisait paradis. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Alors, je suis Vous êtes dans Respiration, Louise Vertigo au micro. Je suis aujourd'hui avec David Dupuis pour parler de son essai sur l'ayahuasca. Alors David, vous vouliez dire un mot sur le premier centre que vous aviez visité, sur l'approche. Oui, alors c'est dans la continuité, donc cette question des entités dont je parlais à l'instant. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les témoignages, en comparant aussi les expériences dans différents lieux, il y a certains aspects de l'expérience qui se recoupaient et qui semblaient être les mêmes selon les différents lieux, les différentes personnes. Par exemple, ces formes géométriques composées de couleurs iridescentes qui apparaissent dans les visions, qui sont souvent dans les premiers stades de l'expérience visionnaire. Ça semblait, c'était rapporté par énormément de personnes et dans beaucoup de lieux différents. Et ce qui m'a frappé, c'est que les formes plus figuratives, donc les personnages, les espaces, les villes, les paysages, etc., qui peuvent apparaître dans la deuxième étape de l'expérience visionnaire, là étaient manifestement beaucoup plus influencés par le lieu où on se trouvait. Alors ça m'est apparu puisque, notamment dans ce premier centre dont vous parliez, qui, comme vous le disiez, est assez fortement marqué par le catholicisme, à la fois dans la manière qu'ils ont de concevoir l'origine de la souffrance, de la maladie, mais aussi dans les pratiques rituelles, apparaissaient beaucoup de séquences de possession démoniaque. Les participants voyaient beaucoup de démons dans les visions. C'était tout à fait frappant. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose comme un apprentissage, puisqu'il semblait que plus les personnes participaient longuement à ce dispositif, plus la fréquence des démons augmentait dans leurs expériences et leurs visions. Donc il y avait là, si vous voulez, quelque chose qui contraste avec la manière un petit peu spontanée dont on pourrait approcher l'effet de ces substances, qui est souvent depuis une sorte d'automatisme pharmacologique, c'est-à-dire de se dire, bon, on a pris une substance, ça fait un effet qui est un petit peu le même pour tout le monde. Bah, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît sur les psychédéliques, ce qu'on appelle le set and setting, l'impact du contexte, de l'état d'esprit de la personne qui prend ces substances sur l'expérience elle-même. Et donc, à partir de là, j'ai, comme je le raconte dans le livre, commencé à enquêter dans d'autres lieux pour comparer et observer la manière dont les dispositifs rituels, les discours qui étaient tenus avant
avant l'expérience, les interactions rituelles étaient à même de façonner le contenu même de l'expérience. Ah oui, alors là, j'aimerais lire un extrait où il est question du deuxième centre qui s'appelle Stilouli. Situli. Pardon, Stilouli ? Situli, bon, je me suis un peu embrouillée. Ok, avec cette personne qui est une personne locale, petit-fils d'un guérisseur qui s'appelle Winston, qui s'est senti, dit-il, appelé par les plantes. Alors voilà ce qu'il dit. « Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec l'ayahuasca. Des démons, je n'en ai jamais vu. Les démons, c'est nous, ajoute-t-il avec un sourire énigmatique. Je le regarde. Il ne semble pas dire cela pour provoquer, mais comme une évidence tranquille. Je l'interroge sur les rituels d'exorcisme. Il réfléchit un instant. Parfois, le guérisseur pense que c'est un esprit, mais c'est sa manière de voir. Chacun voit selon son chemin. Un peu plus loin, il dit. Ce sont les esprits du lieu et la femme que tu as vue, c'est l'ayahuasca. Elle vient quand elle veut. Si elle t'a parlé, c'est qu'elle t'apprécie. C'est bien. Tu peux lui faire confiance. Elle va t'apprendre des choses. Je tente d'en savoir plus, mais pour toute explication, il me répond « C'est une plante enseignante. Elle enseigne par les visions. » Donc là, on en arrive à votre relation à vous spécifique qui, moi, m'a interpellée, puisque vous avez quand même fait 50 rencontres avec cette plante. Oui, alors c'est intéressant cet échange aussi parce que ça souligne les différents traitements qui peuvent être faits d'une expérience qui est faite avec le même breuvage. Oui. Puisqu'effectivement, on échange sur... en l'occurrence, là, pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, on échange sur une séquence d'une cérémonie qui a eu lieu la nuit précédente où oui. Une personne est très agitée, criait, etc. Le type de comportement qui aurait été interprété dans le premier centre où je travaillais comme un signe de possession et qui aurait appelé effectivement des pratiques d'exorcisme, qui mobilisent des prières, etc. Ouais. Et là, tout simplement, il s'était contenté de l'immerger dans la rivière et le lendemain, il m'avait dit, bon, bah, tu sais, c'est juste que pour certaines personnes, l'ayahuasca, c'est trop. Voilà, donc on voit deux cadres d'interprétation différents. Et on voit aussi la manière dont il me propose une explication de ma propre expérience, puisqu'effectivement j'ai fait le récit de rencontres avec des êtres dans ma propre expérience de la veille, et on voit que voilà, il me dit voilà, ça c'est l'ayahuasca, et tu peux lui faire confiance, elle va t'apprendre des choses, etc. Et ça c'est très important, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la manière, le discours qui sont tenus sur l'expérience, au lendemain de l'expérience, bien souvent, puisque après ces rituels, souvent le lendemain, il y a des groupes de parole qui vont engager tous les participants. Les personnes racontent leur expérience, ces expériences sont interprétées et commentées par des autorités qui sont en général des guérisseurs qui dirigent le rituel. Et la manière d'interpréter ces expériences va très profondément affecter la manière dont les participants vont ensuite interpréter ce qui leur arrive. Et comme je le disais précédemment, ça va même finir par façonner le contenu même de l'expérience. Donc vous voyez le fait que ce que j'appelle la socialisation visionnaire dans le livre, la manière dont les discours et les pratiques rituelles, les interactions rituelles vont façonner la relation à l'expérience, la manière de l'interpréter, la manière de naviguer à l'intérieur de cette expérience, mais aussi son contenu. Et on voit bien là, à travers ces deux exemples, deux cas différents, un même comportement, un même breuvage, qui suscite dans les deux cas de l'agitation d'un participant, des cris, des hurlements. Dans un cas, c'est traité comme une possession qu'il s'agit d'exorciser. Et ce traitement va bien souvent amener la personne à lire ses expériences passées et ses expériences futures comme le signe concret et tangible d'une présence démoniaque. Là où dans le deuxième centre, c'est simplement décrit comme « Ah, bah, c'était trop d'ayahuasca pour lui, la prochaine fois, je lui en donnerai moins. » Et voilà, c'est pas grand-chose. Et ça va avoir des effets assez majeurs sur ensuite la manière de vivre ces expériences. Eh oui, automatiquement. Alors j'aimerais lire un passage un petit peu plus long, mais je trouve qu'il montre bien ce dont je parlais dans votre relation. Donc je pense que c'est un petit peu au début où vous faites cette rencontre. Mais vous le préciserez. Lorsque Winston se met à chanter, la présence féminine se retire, pour revenir dès que le chant a cessé et reprendre la conversation là où elle l'avait laissée. Elle reprend sa litanie de conseils sur un ton espiègle, se moquant gentiment de moi, comme le ferait une grande sœur qui me connaît mieux que moi-même.
L'échange est fluide, précis. Ces indications s'enchaînent jusqu'à ce que je murmure « Mais qui parle ?» À ma grande surprise, on me répond. On n'a pas le temps de parler de moi. J'ai encore beaucoup à faire avec toi. Je réplique que, quitte à recevoir des conseils, j'aimerais autant savoir qui me les donne. Toujours aussi patiemment et sur un ton rieur, la présence répond qu'elle a emprunté une sorte de masque pour me parler afin que je puisse l'entendre sans que cela me plonge dans la terreur ou la confusion. Peu à peu, comme une télé qui grésille, l'image de la jeune fille se brouille pour laisser place à une immense créature reptilienne, lovée dans une grotte souterraine. Des pierres précieuses miroitent sur son crâne. Elle semble postée au seuil d'un secret. Frémissant devant cette vision, j'entends « Tu vois, je ne suis pas tout à fait ça non plus, mais c'est déjà plus proche. » Effrayée par cette image knonienne, je réplique que ce ne sera finalement pas la peine d'enlever le masque. Elle éclate de rire, etc., etc. Incroyable cette rencontre. Oui, alors ça a l'air sans doute assez baroque pour celles et ceux qui n'ont pas fait ces expériences, mais en fait c'est une expérience très commune. Et c'est aussi pour ça qu'elle est dans le livre. De la rencontrer sous forme d'un reptile c'est-à-dire que cette expérience de rencontre, d'avoir, comme je le disais, la sensation de rencontrer un être est quelque chose de très très commun dans cette expérience, alors vraiment avec vraiment la sensation d'être face à une altérité. On n'a pas vraiment l'impression, vous voyez, qu'on est juste en train d'avoir des images qui passent dans la tête, c'est pas de la rêverie. Il y a une sensation très très claire d'altérité, qu'il y a une agentivité aussi en face, une intentionnalité, c'est-à-dire que cette altérité a des intentions, elle agit, ça a l'air intelligent aussi, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui revenait aussi très souvent, qu'on sent dans ce passage, mais qui revenait très souvent dans les témoignages des participants. Beaucoup de personnes disaient, mais moi, j'aurais jamais pu imaginer trouver ça tout seul, dans les conseils qu'ils imputaient à l'ayahuasca. Voilà, donc cet thème de la rencontre avec un être pédagogique, thérapeute, féminin, reptilien, végétal, c'était vraiment un tropisme, un trope de l'expérience, pardon. Alors aussi, on est préparé à avoir cette expérience parce qu'effectivement, il y a aussi toute une culture de ce tourisme chamanique. Les gens voient des documentaires, lisent des livres et beaucoup de personnes racontent cette rencontre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes l'attendent. Et là, effectivement, j'ai décidé de mettre ce passage dans le livre parce que voilà, moi, tout me parlait de ça, je ne comprenais pas de quoi les gens parlaient et voilà, en participant, à un moment, ça vous arrive aussi, et là, d'un coup, vous vous rendez compte que, ah oui, en fait, c'est pas métaphorique. Quand les personnes disent l'ayahuasca m'a dit que, c'est pas, voilà, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous parle, en tout cas, c'est la sensation que vous avez au cours de cette expérience. Et effectivement, c'est une expérience qui, comme pour les autres participants, voilà, a une continuité, donc c'est comme une relation qui se tisse avec le temps. Voilà, et donc c'est aussi l'un des intérêts de la participation, puisque on reviendra peut-être, mais voilà, la méthode de l'anthropologie, effectivement l'observation participante, et qui permet effectivement d'accéder à certains aspects de notre objet sans lesquels on ne pourrait pas accéder. Alors on va méditer à tout ça en écoutant la BO de Le Casse, BO d'Ennio Morricone, et ici interprétée par Astrud Gilberto. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, on écoutait le casse, mais il n'y avait pas Astrud Gilberto, il était en transparence. Alors, je suis avec David Dupuis et on poursuit notre conversation sur son essai L'épreuve de l'invisible. Alors, David, quel est votre regard sur ces entités comme l'ayahuasca ? Alors, ça a été documenté depuis de longue date, ces expériences d'entités, de rencontres, cette dimension relationnelle dans les expériences psychédéliques. Et on commence maintenant à avoir toute une série de théories, d'hypothèses qui ont été proposées. Alors, la première, qui était celle avec laquelle je suis arrivé, puisque moi-même j'étais formé comme anthropologue, c'est l'approche qu'on pourrait dire culturaliste. C'est-à-dire, finalement, on voit ce qu'on est préparé à voir par notre culture. Donc voilà, si vous êtes français, de culture catholique, vous allez voir des entités du panthéon catholique. Alors bien sûr, cette dimension-là joue indéniablement un rôle dans le façonnement de l'expérience, mais dans le livre, pour celles et ceux que ça intéresse, je passe un petit peu en revue ces différentes approches pour en montrer à la fois la fertilité et les limites. Et il se trouve que cette approche culturaliste se bute à certaines limites, notamment le fait que certains aspects de l'expérience semblent transculturels. Je parlais par exemple des formes géométriques qui apparaissent dans l'ensemble des contextes d'usage. Alors il y a une approche psychologique aussi qui peut être proposée, c'est-à-dire que tout simplement on voit ce qui apparaît dans le théâtre visionnaire. Voilà, c'est une sorte de théâtre psychique qui rend sous une forme visionnaire des souvenirs, des dimensions pulsionnelles, des dimensions conflictuelles, des archétypes pour les Jungiens. Bon, là encore, c'est une approche qui est assez fragile sur différents points, que j'invite les auditeurs et auditrices qui s'intéressent à lire le livre pour en savoir plus. L'approche neurobiologique aussi a été proposée, c'est-à-dire c'est une substance psychotrope qui a des effets sur le cerveau et qui produit certains effets singuliers, comme par exemple qui va activer un système qui serait lié à la détection des agents, qui serait comme surstimulé, et voilà, on hallucinerait des présences. Bon. Et puis une dernière hypothèse qui est l'hypothèse réaliste. C'est-à-dire que tout simplement, ces entités, on les voit parce qu'elles sont là, parce qu'elles existent, et l'ayahuasca les rend visibles. Voilà. Alors, c'est la substance qui les rend visibles. Voilà, alors, hypothèse qui là encore peut être soumise à des critiques importantes, notamment par la confusion qu'elle fait entre perception et réalité. On voit bien que dans les rêves, par exemple, on peut percevoir des choses sans pour autant qu'elles soient réelles. Alors moi j'ai essayé de dépasser un petit peu ces quatre approches-là en proposant quelque chose. Alors moi ce qui m'a frappé dans ces quatre approches, c'est que en fait elles reposent toutes sur l'idée que finalement l'ayahuasca ne serait que le support projectif de quelque chose qui serait déjà là. Soit déjà là dans la culture, soit déjà là dans la psyché du participant, soit déjà dans le cerveau ou même dans le monde, puisque ces entités seraient réelles. Ouais. Donc moi j'ai essayé d'approcher cette question avec un angle plus génératif. C'est-à-dire j'ai essayé de m'intéresser à comment effectivement l'expérience de l'ayahuasca, qui est une substance, un breuvage, mais qui est évidemment pris par quelqu'un qui a une histoire, une biographie, une personnalité, et qui est pris dans un cadre rituel, qui façonne l'expérience, on en a parlé, et ces personnes aussi viennent avec un fond culturel, comment tous ces éléments interagissent pour faire émerger quelque chose de singulier, et qui va venir déborder chacune de ces dimensions. C'est-à-dire que l'expérience de l'ayahuasca ne peut être ni réduite à la culture, ni à la psychologie, ni à la neurobiologie. Il y a quelque chose que j'appelle donc de l'émergence relationnelle. Donc il y a quelque chose dans l'expérience rituelle de l'ayahuasca qui émerge et qui est irréductible à toutes ces parties, tout en s'appuyant sur ces différents aspects. Alors j'invite les auditeurs et les auditrices à lire le livre pour approfondir cette proposition. Mais voilà, en somme, voilà ce que je propose. Alors évidemment, c'est une proposition et, comme je le signale dans le livre, l'expérience déborde toujours les tentatives de modélisation qu'on peut en faire. Et certains aspects des expériences que j'ai vécues, des expériences que m'ont rapporté les participants, s'intègrent tout à fait dans ce modèle, et d'autres débordent. Voilà. Et il me semble d'ailleurs que c'est un des aspects les plus
intéressant de l'ayahuasca, le fait que finalement, bien souvent quand on croit avoir compris, ça vient toujours nous montrer que c'est plus compliqué que ça. Et ça vient déjouer nos tentatives d'interprétation, de modélisation. Et alors vous, personnellement, où en êtes-vous par rapport à cette quête ? Est-ce que vous allez continuer à la rencontrer, la plante ? Moi, ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait cette expérience. Je l'ai faite sur le terrain, au Pérou, dans le cadre de mon enquête. Alors l'épilogue porte un petit peu là-dessus, sur qu'est-ce que j'ai gardé de cette expérience, et que j'ai appelé un peu ironiquement la question qui rend fou, cet épilogue, puisque je posais beaucoup la question à Winston, dont on a parlé, un guérisseur, la question que tous les Européens en fait finissaient par se poser face à ces êtres, ces entités qui, là encore, étaient frappantes par leur continuité. C'est-à-dire qu'on prend l'ayahuasca, on reprend l'ayahuasca 2 semaines plus tard et on retrouve les mêmes êtres avec qui on poursuit la discussion, oui, c'est ça, ouais. Qui vous attendent, qui vous font des remarques sur est-ce que vous avez suivi ou non les conseils qui vous ont été donnés. Il y a une cohérence et une continuité du monde visionnaire qui est très frappante et qui défie la comparaison avec le rêve. Vous voyez, c'est comme si toutes les nuits, à chaque fois que vous rêviez, vous retrouviez le même monde avec les mêmes êtres et dans une relation évolutive. Alors, c'est assez déroutant. Et donc, beaucoup de voyageurs internationaux que j'ai rencontrés étaient très travaillés par cette question qui rend fou, que j'ai appelée avec humour de cette manière, qui est, est-ce que ces êtres existent vraiment ? Ou est-ce que c'est un produit de l'imaginaire, une projection psychologique, une projection culturelle ? Alors évidemment, moi non plus, je n'ai pas échappé à cette question, même si en tant qu'ethnographe, de toute façon, mon rôle n'était pas de trancher cette question, mais je dois bien admettre qu'elle m'a travaillé, comme tout le monde, parce que l'expérience vous contraint à vous mettre face à cette question. Et finalement, c'est une question que j'ai abandonnée dans le cadre d'une expérience que je raconte avec un guérisseur qui, du coup, m'a proposé de diéter l'ayahuasca. Donc les diètes sont des retraites dans la forêt, avec des prohibitions alimentaires, sexuelles, relationnelles. Ah oui. Et je remarquais qu'à chaque fois que je lui posais cette question à Winston, mais alors pour toi, est-ce que ces entités, ces êtres existent vraiment ? Il rigolait, il se fichait un peu de moi, et voilà. Et je me disais, au début, mais c'est un autochtone, son grand-père était guérisseur, lui-même est guérisseur, pour lui, il n'y a pas de question, ces êtres sont là, voilà tout. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était plus complexe et intéressant que ça, et que finalement, manifestement, il ne comprenait pas le sens de ma question. Et d'ailleurs, là, j'ai noté à ce moment-là que cette notion de réel, est-ce que ça existe vraiment, est-ce que c'est réel ou imaginaire, je n'avais jamais vu utiliser ces notions-là. Et donc il répondait jamais à ma question, et d'ailleurs c'est là qu'il m'a dit avec tes questions tu vas finir par te rendre fou, et d'ailleurs c'est de là que vient le titre de l'épilogue. Et par contre, ce qui le préoccupait beaucoup et ce sur quoi il m'entretenait, c'était le type de relation que j'entretenais avec ces êtres. Et il insistait notamment beaucoup sur l'importance, il disait l'ayahuasca c'est bien de s'y ouvrir, mais il faut aussi domestiquer l'ayahuasca, il ne faut pas se laisser embarquer n'importe où. Il disait c'est comme un cheval qu'il faut apprendre à diriger. L'important est de rester en selle. Voilà. Et finalement, il y avait cette idée de proie, de ne pas devenir une proie de ces êtres, etc. Et donc finalement, il m'a déplacé vers une question beaucoup plus intéressante que est-ce que ça existe vraiment ou pas ? Question dont j'ai pris conscience progressivement que c'était une question d'Européens modernes qui pétrit d'épistémologie réaliste, où on se sent très tenu face à un phénomène de partager le monde entre réel et imaginaire. Et il m'a vraiment invité à lâcher cette question, pour m'intéresser à quelque chose de sans doute beaucoup plus important, qui était qu'est-ce que me font ces expériences et qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et j'en suis resté là. Je n'ai plus jamais ressenti le besoin de trancher sur le statut ontologique de ces êtres. Et voilà. Et alors pour finir, on arrive à la fin de l'émission. Quels sont vos projets, David ? Alors je travaille actuellement sur les essais cliniques qui se conduisent en France autour des substances psychédéliques. Notamment à Paris. Donc il y a plusieurs essais cliniques qui sont en train d'être conduits dans le traitement de troubles de la santé mentale comme la dépression, le trouble anxieux,
Et voilà, donc c'est un nouveau terrain et nouveaux usages des psychédéliques. C'est un peu le deuxième pan de la globalisation des psychédéliques. Après le tourisme chamanique, on a leur médicalisation. Ouais. Et voilà, donc il ouvre des questions nouvelles et importantes. Et voilà, donc mes prochains travaux porteront sur ces questions. J'espère que vous reviendrez si vous publiez à nouveau un livre ou même pour simplement faire une émission sur ce sujet. Je serais ravie de vous revoir. Moi, je recommande chaleureusement ce livre, Les preuves de l'invisible au seuil. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Donc nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouvera en juin. Il n'y aura pas de deuxième émission au mois de mai, mais une rediffusion. Et ce sera un thème sur la connaissance de soi avec le respirologue Édouard Stack. Trajectoire de vie choisie ou subie aux éditions Unicité dans la collection en question. Portez-vous bien d'ici là, un beau printemps. Et un grand merci à René Clancy et à son ami, dont j'ignore le nom, qui a fait la technique aujourd'hui.